présentation de toutsurlehockey.com. Bon début de semaine à tous. Bienvenue dans le podcast du TSLH Podcast. Encore une fois cette semaine, de nombreuses rumeurs de transactions ont circulé à travers le circuit Bettman. On va y revenir plus tard dans l'épisode parce que il y a eu également 2 transactions qui ont attiré notre attention sur la scène médiatique, notamment Eric Staal qui s'amène à Montréal. Quand on regarde l'alignement présentement avec les Corey Perry et les Eric Staal de ce monde, on se croirait à NHL 2009, mais une bonne transaction de Marc Bergevin. On va y revenir plus tard dans le bloc des rumeurs de transactions. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au TSLH Podcast sur la plateforme audio que vous utilisez pour écouter le podcast. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, toutes les plateformes qui peuvent accueillir un podcast. On est dessus, donc abonnez-vous, partagez les épisodes, c'est important parce que c'est un peu la façon de faire connaître le podcast comme j'expliquais dans le dernier épisode. Puis cette semaine, on vous offre encore une fois notre épisode bimensuel avec mes collègues Pascal et Larchie. On va avoir plusieurs sujets à traiter, des belles discussions qui risquent de découler des sujets qu'on a préparés pour vous cette semaine. Maintenant, embarquons immédiatement dans le volet pool. Donc, cette semaine, il y a eu plusieurs retours au jeu intéressants pour les poolers aguerris. On a Roman Josi qui est revenu de la liste des joueurs blessés chez les Preds. Un gros retour pour la défensive à Nashville qui connaît des difficultés présentement avec l'absence notamment de Ryan Ellis. On a Mathias Ekholm qui tient le fort, mais évidemment, quand on a un défenseur comme Josi qui revient dans l'alignement, c'est fort intéressant. On a eu Luke Kunin également, du côté des Preds qui est revenu au jeu. Sinon, du côté des Blackhawks de Chicago, on a Kirby Dach qui était de retour au jeu ce samedi. L'organisation s'était manifestée à l'effet qu'on allait être très patient pour le jeune joueur qui voulait revenir au jeu, là. C'est Jeremy Colliton qui mentionnait ça. L'entraîneur mentionnait que le jeune a faim, il voulait jouer, mais que l'organisation allait user de patience parce que Dach a été opéré au poignet. Était de retour dans l'alignement ce samedi. Donc, les poolers qui ont été patients eux aussi de garder Kirby Dach dans leur alignement, vous pouvez le réactiver parce que le jeune joueur est de retour sur la patinoire. On se tourne vers les Blues de Saint-Louis qui ont accueilli leur jeune joueur Robert Thomas dans l'alignement. L'attaquant était blessé au pouce. Donc, c'est un retour qui va faire du bien à l'alignement des Blues parce que on avait accueilli Tarasenko qui était de retour au jeu récemment. Puis, on semblait sortir un peu des blessures là, du côté de Saint-Louis, mais Tyler Bozak est tombé au combat par la suite. On a eu Oscar Sundqvist qui a été blessé également. On le reverra pas cette année. Donc, l'apport de Thomas va être très intéressante. Malheureusement, le jeune joueur qui pivotait un premier trio au début de la saison retrouvera pas son poste en raison de la présence notamment de Tarasenko qui joue avec Jaden Schwartz qui est revenu au jeu la semaine passée et avec Brayden Schenn qui était un trio qui accueillait Thomas en début d'année. Donc Thomas, retour intéressant pour les poolers, malheureusement, ne risque pas d'avoir du temps de jeu de premier trio comme il se devait en début de saison. Par la suite, on a eu du côté des Rangers de New York Igor Shesterkin qui est de retour au jeu.
Une situation qui a été impressionnante du côté des Rangers parce qu'on a connu de très bons moments en son absence et tout ça en raison du jeu de Keith Kinkaid qui a connu vraiment une belle séquence devant le filet des Rangers. Donc pour ceux qui ont eu le flair d'ajouter Keith Kinkaid à titre de joueur autonome dans les pôles qui le permettent, ben je vous lève mon chapeau parce que il a très bien fait en l'absence de Shesterkin. On se tourne maintenant vers Vegas parce que Max Pacioretty a manqué quelques rencontres cette semaine, mais était de retour au jeu en fin de semaine, donc une courte absence pour l'ailier franc-tireur qui connaît une excellente saison cette année au sein des Golden Knights. Et puis, on a chez les gardiens de but Linus Ullmark et John Gibson qui ont effectué leur retour au jeu après des absences à court terme en raison de différentes blessures. Donc passons maintenant au volet des absences. Après avoir nommé les joueurs qui étaient de retour au jeu pour les remettre dans vos alignements respectifs dans vos poules, maintenant les joueurs qui manqueront à l'appel pour les prochains jours et peut-être même les prochaines semaines, on débute immédiatement avec le Canadien de Montréal. Présentement, Marc Bergevin s'attend à ce que l'absence de Ben Chiarot soit moins longue que prévu. Dans un dernier point de presse, il a affirmé que le défenseur devrait être de retour plus tôt que prévu. Donc ça va être à surveiller. Possiblement un retour avant la date limite des transactions. Donc, ça va être intéressant de voir comment Bergevin va manœuvrer parce que il a bien beau dire que son travail est terminé, mais on le sait tous que ce n'est pas le cas. Il faut toujours s'attendre à ce que Mark Bargain Bin sorte un petit lapin de son chapeau. Toujours chez le tricolore, Tyler Toffoli serait prêt à revenir au jeu, mais on veut pas le lancer immédiatement dans le prochain match avec une seule pratique à son actif à la suite de sa blessure. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas de l'alignement mardi, parce que selon les dernières informations, le Canadien reprendrait l'action mardi. Donc, fort possible que Toffoli ne soit pas de l'alignement, mais on peut s'attendre au match suivant de le voir au sein de son équipe. Chez les Panthers de la Floride, on a Alexander Barkov qui ratera au moins les 2 prochains matchs. Donc, on parle de la rencontre de ce dimanche ainsi que celle de mardi. C'est une information qui est sortie le 27 mars. C'est une blessure au bas du corps, donc le joueur étoile des Panthers qui va s'absenter. Et puis toujours du côté des Panthers, on a Patrick Hornqvist qui va rater la prochaine semaine pour une blessure qui est toujours inconnue. On n'a pas donné de nouvelles concernant l'état de santé de Hornqvist, mais en date du 27 mars, Hornqvist va rater une semaine d'activité. Donc, 2 pertes relativement majeures pour les Panthers. Actuellement, on a dû apporter des modifications, bien évidemment, à l'alignement des Panthers qui ont connu une séquence de 3 défaites du 21 au 25 mars. Par contre, dans le match de ce samedi contre les Stars de Dallas, on a Carter Verhaeghe qui a 3 buts, 1 passe. Donc, l'attaquant qui jouait sur le premier trio avec Barkov lorsqu'il était de l'alignement, on l'a muté à titre de 2e centre pour monter Alexander Wennberg sur le premier trio. Donc, bien évidemment, la perte de Barkov est très dommageable pour la formation, mais les joueurs de profondeur qui en offrent encore plus pour maintenir le club à flot. Et puis, dimanche soir, on a eu Aaron Ekblad qui s'est blessé malheureusement dans le match contre les Stars de Dallas. La scène n'était pas super belle à regarder, là, on va se le dire. Là. Quand j'ai regardé la séquence, on voit la jambe de Barkov qui tourne dans un sens que, normalement, je suis pas médecin, mais une jambe n'est pas supposée tourner en ce sens. Une collision dans la bande, pas de coup vicieux, rien, mais le défenseur qui était très en douleur après sa chute a été sorti de la patinoire en civière, donc on peut s'attendre à ce que Aaron Ekblad
manque plusieurs matchs. Donc, avec la perte de Barkov et de Hornqvist, la course aux séries va être très difficile pour les Panthers jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Bill Zito va décider d'ajouter des éléments à la date limite des transactions? Ça pourrait être une possibilité qui sera assurément discutée dans le prochain podcast parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des rumeurs qui vont tourner autour des Panthers en raison de leurs récentes blessures. Chez les pauvres sabres de Buffalo, au lendemain de la transaction de Jonas Johansson vers l'Avalanche du Colorado, on a eu Carter Hutton qui s'est blessé. Comme si la malchance ne pouvait pas plus s'abattre sur la formation. Carter Hutton sera absent. Il a été blessé en plein match. C'est Dustin Tokarski qui a pris la relève devant le filet. Donc, heureusement, le retour de Linus Ullmark tombe à point pour les Sabres qui vont tenter de mettre fin à leur pitoyable séquence de défaites qui s'allonge maintenant à 17. Donc, on poursuit avec les Maple Leafs de Toronto qui sont sans les services de Frederik Andersen. Initialement, on parlait d'une absence de 7 à 10 jours la fin de semaine passée, mais le 27 mars, Sportsnet parle d'un retour qui n'est pas imminent. Présentement, le gardien n'a pas recommencé à patiner et puis il est littéralement en train de se faire voler son poste de numéro 1 par Jake Campbell. Mais on va revenir plus tard sur le cas de Frederik Andersen dans le bloc rumeurs de transactions. Les Pingouins de Pittsburgh qui subissent encore une fois des blessures très 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 importantes pour leur alignement. On rappelle que Jason Zucker est absent. On rappelle que Evgeny Malkin est absent également. Kasperi Kapanen est tombé au combat avec un statut week to week en date du 24 mars. Et on a Brandon Tanev qui est également à l'écart du jeu depuis le 21 mars pour une blessure au haut du corps. Et puis, petit update concernant Jason Zucker. Ce dernier patine présentement avec l'équipe, mais toujours sans contact. Donc, ça va être un retour à surveiller du côté des Penguins de Pittsburgh. Du côté des Bruins de Boston, à l'image des Penguins, on est très affecté par les blessures. Jusqu'ici, on dénombre un total de 10 joueurs à l'infirmerie, mais heureusement, puis en parlant, j'ai vu l'information qui est sortie, Jérémy Lauzon va être de retour au sein de l'alignement des Bruins de Boston. Par contre, cette semaine, on a Tuukka Rask qui est tombé encore une fois au combat. On parle d'une possible blessure au dos. Donc, on prévoit une absence de 2 matchs en date du 25 mars. Donc, possiblement de retour mardi. On a également John Moore qui va être à l'écart du jeu pour le reste de la saison. Le défenseur qui était déjà sur le carreau, mais on a eu confirmation cette semaine qu'il va être opéré à la hanche, donc une absence de 5 à 6 mois. Et puis toujours chez les Bruins, on a Jake DeBrusk en date de ce dimanche, qui n'a toujours pas quitté la liste COVID. Et on a Brad Marchand qui s'y est joint cette semaine. On ne sait pas encore, en fait, au moment de l'enregistrement, je ne sais pas si c'est un faux positif, mais aux dernières nouvelles, Marchand est sur la liste COVID. Chez les Ducks, il est arrivé un accident malheureux, je dirais, à l'endroit de la jeune recrue Jamie Drysdale, qui est day-to-day en date du 26 mars, blessé au haut du corps. Je dirais un accident, mais en même temps, c'est une erreur de recrue si on veut. Quand je regardais la séquence vidéo, on voit Drysdale qui voit vraiment un joueur adverse se présenter pour lui faire une mise en échec. Il y avait la rondelle à ce moment-là. Drysdale qui s'est débarrassé de la rondelle et qui a préféré se pencher en vraiment se tirant sur la patinoire. Ainsi, sa tête est arrivée à la hauteur du genou du joueur adverse qui voulait quand même compléter sa mise en échec. Le résultat n'a pas été très très fameux. Possiblement que Drysdale souffre d'une commotion à voir l'impact du genou à la tête de Drysdale, mais
sincèrement, on peut pas en vouloir aux joueurs adverses parce que le réflexe de Drysdale de se pencher comme ça devrait pas arriver dans la Ligue nationale. Toujours chez les Ducks, dimanche soir, on a eu l'attaquant Rickard Rakell qui s'est blessé pendant son match. Malheureusement, c'est un joueur qui est très, très, très visé par les rumeurs de transactions récemment. On parle d'une blessure au haut du corps et évidemment, comme c'est survenu ce dimanche, on n'a toujours pas de nouvelles concernant son état, mais il n'était pas de retour dans le match, là, donc ça va être à surveiller cette semaine du côté de l'attaquant des Ducks. Chez les Blue Jackets de Columbus, on a Joonas Korpisalo qui est day-to-day, blessure au bas du corps en date du 27 mars. Donc, Elvis Merzlikins devrait obtenir plusieurs départs cette semaine. Il n'y a pas vraiment de timeline établie encore pour l'absence de Korpisalo, mais pour les poolers qui ont Merzlikins dans leur alignement, assurément qu'il va obtenir de nombreux départs au sein de la formation. Du côté de l'Avalanche du Colorado, on a Bowen Byram qui est day-to-day également, mais possibilité que ce soit week-to-week. Donc, on pourrait penser que le jeune défenseur soit à l'écart pour plusieurs semaines en raison d'un contact à la tête. Donc, c'est une blessure à la tête qu'il tient à l'écart, le jeune défenseur qui venait juste de revenir au jeu. Une grosse perte pour l'Avalanche du Colorado qui seront intéressants. L'Avalanche va être intéressant à suivre à la date limite des transactions parce qu'on est contender. On a de l'espace salarial, mais il semblerait qu'on ne soit pas dans le derby de Taylor Hall selon les dernières rumeurs. Et puis, je vous spoil un peu, mais je vais y revenir un petit peu plus tard sur cette rumeur plutôt fascinante concernant Taylor Hall et l'Avalanche. Et pour conclure le bloc des absences cette semaine, on a Philip Forsberg qui n'a pas joué samedi. On parle d'une blessure au haut du corps, donc il est présentement day-to-day. Pas beaucoup d'updates, évidemment, c'est arrivé samedi, puis présentement on est dimanche au moment de l'enregistrement. Donc ça va être un dossier à surveiller, puis c'est une grosse perte pour les Preds parce que Forsberg était possiblement le seul moteur offensif de cette équipe-là en l'absence de nombreux joueurs. Et là, on a Luke Kunin qui est de retour. Et puis, on a Rocco Grimaldi qui a marqué 5 buts en 2 matchs. Grimaldi, c'est toute qu'une surprise cette semaine. Il va être dans les joueurs à surveiller également parce qu'en l'absence de Forsberg, Grimaldi a très bien joué. Puis, il risque d'avoir plus de temps de jeu pour la semaine à suivre. Et toujours du côté des Preds, dimanche soir, il y a le gardien de but Juuse Saros qui devait garder les buts pour sa formation, mais finalement, il a été retiré de l'alignement parce qu'on l'a placé day-to-day, tout juste avant le match. Pas trop de détails sur la santé du gardien finlandais. Comme vous allez le voir, j'avais prévu mettre Saros dans les joueurs à surveiller cette semaine. Il a connu une excellente semaine dans les derniers 7 jours. Mais malheureusement, le gardien de but débute la semaine à venir en étant day-to-day à l'infirmerie. Donc, chez les joueurs à surveiller cette semaine, on retrouve encore une fois Mika Zibanejad qui a connu un match. J'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression d'être dans l'autre épisode de la semaine dernière, mais Zibanejad a encore connu un match de 6 points contre les Flyers. Donc, il pousse sa production cette semaine à 8 points en 3 matchs, mais son coéquipier, Adam Fox, a récolté 9 points en 3 matchs cette semaine. Fox qui s'impose de plus en plus, sincèrement, comme le premier défenseur des Rangers, est très efficace en avantage numérique à 5 contre 5. Sincèrement, Adam Fox, sa valeur augmente de plus en plus la saison avance. Donc, un défenseur à surveiller pour les prochains jours. Phil Kessel a récolté un tour du chapeau ce samedi. Donc, il porte son total de points cette semaine à 7 en 4 matchs.
Et puis, même production pour Martin Necas, mais en 3 matchs. Donc, le jeune attaquant des Hurricanes qui a connu une excellente semaine avec 7 points en 3 matchs. Un joueur qui est également à surveiller pour les prochains jours. On a eu Brian Rust qui a cumulé 6 points en 4 matchs. Présentement, Rust qui fait du très, très bon boulot. Évidemment, quand on est jumelé à Sidney Crosby, ça aide beaucoup parce que Crosby a récolté, quant à lui, 8 points cette semaine en 4 matchs. Du côté des Panthers, je le mentionnais tantôt, mais à surveiller cette semaine, Carter Verhaeghe. Et puis là, on s'excuse à M. Carter, mais son nom de famille, je ne sais pas comment il se prononce de façon adéquate, donc on va y aller avec M. Carter. Donc l'attaquant a connu un match de 4 points avec 3 buts cette semaine, mais M. Carter est utilisé comme deuxième centre présentement. Normalement, il est à l'aile avec Barkov, mais Barkov est blessé. Donc, on a mis Wennberg comme premier centre. Ça fonctionne pas du tout. De son côté, il n'a pas connu des bons matchs cette semaine. Donc, M. Carter va être à surveiller parce que il produit alors que on croyait très bien que ce joueur-là produisait à cause de Barkov. Et cette semaine, Barkov et Hornqvist n'étaient pas présents. Et M. Carter a produit tout de même. Donc, à surveiller cette semaine. On va se tourner maintenant vers les gardiens de but parce que il y a plusieurs hommes masqués qui ont connu du succès cette semaine et qui vont être à surveiller pour les prochains jours. On commence avec Juuse Saros qui a connu 3 bons départs. Il a récolté la victoire à chacun de ses départs. Moyenne de buts alloués de 0.67 et une efficacité de 976. C'est une très bonne performance cette semaine pour le gardien finlandais. Derrière une défensive amochée, derrière une équipe amochée par les blessures, comme je le mentionnais plus tôt. Cam Talbot a élevé son jeu d'un cran après, parce que Kaapo Kähkönen a connu une excellente séquence. Et puis, a connu un petit creux de vague, mais tu sais, on va se le dire, quand tu récoltes 9 victoires consécutives avec plusieurs jeux blancs à l'intérieur de cette séquence, ben c'est normal que quand tu affrontes l'Avalanche, ben que tu donnes 6 buts. Puis c'est tout à fait normal. Puis on a décidé de retourner avec Cam Talbot, le vétéran. Puis 3 matchs de suite, 3 victoires. Moyenne de buts alloués de 1 et moyenne d'efficacité de 967. Donc Cam Talbot qui retrouve ses repères, qui retrouve son filet, possiblement de façon temporaire, mais présentement, il a aligné une séquence de 3 victoires. Donc, à conserver dans vos poules. Adin Hill, gardien de but des Coyotes de l'Arizona, qui essaie de survivre sans les services de Darcy Kuemper, et puis Antti Raanta qui était blessé, finalement il était plus blessé, il a gardé les buts, il était absent le match d'après. Antti Raanta présentement fait du Roope Hintz. On ne sait jamais s'il va être de l'alignement jusqu'à ce qu'il soit de l'alignement le jour du match. Mais Adin Hill a eu 3 départs cette semaine et a remporté ses matchs. Donc, moyenne de buts alloués de 1.95 et efficacité de 937. C'est un gardien de but qui pourrait avoir une certaine valeur s'il est dans les agents libres de vos poules. Philippe Gustafsson, gardien de but des Sénateurs d'Ottawa, a connu 2 excellents départs pour lancer sa carrière en Ligue nationale de hockey. Il a donné 2 buts en 2 matchs. Moyenne de buts alloués de 1.01 et une efficacité de 967. C'est excellent pour le jeune gardien qui est venu en renfort en raison des nombreuses blessures dans le filet à Ottawa. On a Alex Nedeljkovic qui continue d'accumuler les victoires. Kevin Lankinen également. Philippe Grubauer qui continue son travail de moine comme gardien de but devant la cage de l'Avalanche.
Grubauer qui a une très très grosse charge de travail cette année et il répond très très bien. Donc, encore une fois, je le place dans mes joueurs à surveiller chez les gardiens de but, de même que Jake Campbell. Parce que Jake Campbell, présentement, est le gardien numéro 1 des Maple Leafs. Et est-ce que ça va justifier le fait d'échanger Anderson à la date limite des transactions? On en parle dans le bloc des rumeurs de transactions à l'instant. Vous êtes Kyle Dubas. Vous êtes devant une situation où Jake Campbell est très 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 bon présentement devant la cage de votre formation. Et puis vous avez Frederik Anderson qui est joueur autonome sans compensation cet été. Est-ce qu'on échange le gardien de but? Ma réponse, c'est non. Sincèrement, j'ai vu des rumeurs présentement circuler à l'effet que les Maple Leafs pourraient échanger Frederik Anderson. J'ai beaucoup de difficultés à voir les Maple Leafs entrer en série avec Jake Campbell uniquement. Donc, je crois que Frederik Anderson a possiblement perdu son poste de gardien numéro 1, de gardien de confiance chez les Maple Leafs. Et je crois également que Jake Campbell est dans une situation similaire à celle de Jordan Binnington, la saison que les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Puis là, c'est pas une prédiction à l'effet que les Maple Leafs vont gagner la Coupe, là, mais je trouve que le parcours est très 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 similaire entre Jordan Binnington et Jake Campbell. Deux gardiens qui ont roulé leur boss dans la Ligue américaine pendant plusieurs saisons, des gardiens de but qui ont connu de l'adversité, ils ont eu de la difficulté dans leur transition au niveau de la Ligue nationale, donc on a été patient à leur égard, et puis une fois devant le fait accompli, une fois dans le siège de gardien numéro 1, les gardiens performent. Puis, ce que je trouve d'Anderson, puis c'est toujours sous la thématique Blues de Saint-Louis, je trouve que Frederik Anderson ressemble de plus en plus au Jake Allen du temps des Blues de Saint-Louis. Je m'explique, c'est que présentement, là, Anderson est dans une situation où il n'a jamais été placé. Je regarde tous les auxiliaires qui sont passés derrière Anderson depuis qu'il se trouve chez les Maple Leafs. Et puis on a eu Curtis McElhinney, Michael Hutchison, Calvin Pickard, Jonas Enroth. Donc, tu sais, présentement, là, Jake Campbell est le premier auxiliaire qui fait le boulot chez les Leafs. Puis, Frederik Anderson a toujours été à son meilleur quand il était bien appuyé derrière lui. On se rappelle, quand il endossait le maillot des Ducks d'Anaheim, ben derrière lui, il y a eu Jonas Hiller qui connaissait d'excellents moments à cette époque. Puis, il y avait John Gibson qui était émergent au sein de l'organisation des Ducks. Le parallèle avec Jake Allen est le suivant, c'est que Jake Allen, lui aussi, a toujours performé lorsqu'il était bien appuyé derrière lui. On se rappelle ces années avec Brian Elliott au sein des Blues de Saint-Louis. Le duo était excellent, mais quand on a décidé de céder les pleins pouvoirs à Jake Allen, on s'est retrouvé avec des auxiliaires comme Carter Hutton, Phoenix Copley, Chad Johnson. On a vraiment ouvert la porte à Jake Allen pour être le seul et unique gardien de but de la formation. Puis c'est là que ses performances ont commencé à baisser, tout comme Frederik Anderson dans son parcours de carrière. Donc, présentement, l'émergence de Jake Campbell ne peut que servir à Frederik Anderson. C'est ce que je crois. Le gardien est toujours blessé, comme je le mentionnais, donc Campbell va pouvoir prendre en confiance. Puis, du moment qu'il y a une petite baisse, ben on a Anderson pour venir l'appuyer derrière. Je crois qu'en réduisant la charge de travail d'Anderson pour le restant de la saison, on a maintenant un duo efficace. Parce que Anderson, avec une charge de travail de gardien numéro 1, unique dans son organisation, ça ne fonctionne pas.
Donc cet été, ce qui va être intéressant à suivre, parce qu'Henderson, je crois qu'il va aller tester le marché des joueurs autonomes. Là. Je crois pas qu'on lui offre une prolongation de contrat du côté des Leafs, mais je peux me tromper. Mais cet été, je crois que les formations à surveiller pour Henderson, ça va être des organisations qui ont déjà un gardien numéro 1 efficace, mais qu'on veut ajouter de la profondeur, tout comme le Canadien a fait là, cet automne, avec Jake Allen derrière Carey Price. Donc, non, être les Leafs, je n'échange pas Frédéric Henderson. Je crois que la situation actuelle peut l'avantager au contraire, mais je ne crois pas qu'il soit de l'organisation l'an prochain, à moins que le duo Campbell-Henderson soit efficace au point qu'on décide de le maintenir pour la prochaine saison. Et ça va être à voir. Je mentionnais en ouverture d'épisode qu'il y a eu 2 transactions dans la Ligue nationale de hockey. On commence avec Eric Staal chez le Canadien de Montréal. Écoutez, je l'ai mentionné, il n'y a pas de cachette. Marc Bergevin a fait une excellente transaction. Eric Staal, OK, on aimerait ça l'évaluer, mais c'est impossible de l'évaluer avec ce qui s'est passé chez les Sabres. Pour ma part, c'est un passage à oublier. C'est une base d'analyse qui n'est pas pertinente parce que on peut pas dire que Staal ne produit plus alors qu'on regarde les Sabres puis personne performe. Mais l'an dernier, Eric Staal connaissait une très bonne saison avec le Wild du Minnesota. En fait, son passage avec le Wild a été excellent. On se rappelle, il a été échangé chez les Rangers de New York. Ça n'a pas bien été, alors qu'il connaissait du succès avec les Hurricanes, mais la pente commençait à descendre. Chez les Rangers, horrible. Arrivé chez le Wild, très bon. Fournissait de l'offensive, Eric Staal. Puis là, Marc Bergevin met la main sur un vétéran, sur un joueur que, clairement, il y a de l'offensive à offrir. Là. Eric Staal a encore de l'offensive à offrir. C'est plus le marqueur de 100 points. Ça, on saute ça de la tête tout de suite. Là. C'est plus un marqueur de 100 points. C'est pas un marqueur de 70 points. Mais je pense que comme 3e, 4e centre, Eric Staal, c'est du gros luxe là, présentement. Puis Jake Evans connaissait un petit peu de difficulté. Là. Son rendement était un peu sur la pente descendante dans les derniers matchs. Puis, en mettant la main sur Eric Staal, pour quoi? Un choix de 3e, un choix de 5e? Puis en plus, les Sabres retiennent du salaire d'Eric Staal. C'est un coup magistral. C'est pas pour venir m'abaisser devant Marc Bergevin en l'élevant au statut de Dieu. Mais c'est une transaction typique Marc Bergevin. Un joueur dont la valeur est pas si élevée, qui peut avoir un excellent retour d'investissement sans toucher à son avenir. Contrairement à ce que certains peuvent penser, là. Bergevin n'a pas touché à son avenir en donnant un choix de 3e ronde et un choix de 5e ronde. Pas du tout. Donc, très bonne transaction pour le Canadien de Montréal. Et puis, je parlais dans un texte que cette acquisition-là vient un peu lancer un message dans le développement de Ryan Poehling. Puis la raison est fort simple, c'est que Ryan Poehling connaît de très bons moments avec le Rocket présentement, puis Jake Evans commençait à avoir de la difficulté, comme je le mentionnais, donc plusieurs évoquaient la possibilité de faire un switch entre les deux. Mais en mettant la main sur Eric Staal, on vient clairement d'indiquer à Ryan Poehling que tu vas rester dans la Ligue américaine toute la saison. Tu as commencé un travail avec Joël Bouchard, ça va très bien, puis on veut mener ce travail à terme. Moi, je le vois d'une très, très bonne façon, cette acquisition-là, pour le développement de Poehling, qui est maintenant assuré de rester dans la Ligue américaine, à moins d'une blessure à pu finir. On va y faire signe, mais je pense que Poehling dans la Ligue américaine, cette année, pour toute la saison, c'est très, très, très avantageux pour son développement. Et puis, autre transaction dans le circuit Bettman, on a Brendan Lemieux qui a quitté les Rangers de New York pour se rapporter aux Kings de Los Angeles contre un choix de 4e tour. Choix de 4e tour qui est celui des Kings parce que l'organisation possède également le choix de 4e tour des Flames de Calgary. Transaction très mineure, mais on vient indiquer du côté de New York que Vitaly Kravtsov va embarquer dans l'alignement des Rangers. Donc, on vous laisse libérer d'un contrat, on vous laisse libérer d'un joueur qui
va tomber agent libre en 2022 avec restriction, puis qui va avoir un droit à l'arbitrage. Donc, on se libère d'un contrat qui pourrait être un petit peu épineux, un dossier épineux en 2022 pour faire place à un jeune joueur, Kravtsov, qui a connu une bonne saison en KHL et puis qui a rejoint l'organisation des Rangers tout récemment. Sinon, dans les rumeurs de transactions de la semaine, on a de plus en plus de... Ils appellent ça des rumblings dans le domaine, dans le métier. Des petits rumblings, des petits murmures à l'effet que Johnny Gaudreau chez les Flames pourrait éventuellement quitter. C'est une rumeur qui perdure depuis l'an passé. La situation contractuelle qui touche Johnny Gaudreau présentement laisse croire que le joueur pourrait quitter les Flames de Calgary incessamment. Johnny Gaudreau qui touche présentement 6,75 millions de dollars par année sur un contrat qui tombe à échéance en 2022, puis il va être joueur autonome sans compensation. Donc là, on voit présentement depuis l'arrivée de Daryl Sutter que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'entraîneur qui a été assez tranchant à l'égard de Gaudreau dans un point de presse, Gaudreau qui a joué son 500e match dans la Ligue nationale en fin de semaine, puis en point de presse, Sutter a été questionné sur le fait que Gaudreau jouait son 500e match. Et puis Sutter s'est permis de dire qu'il espérait grandement voir Gaudreau jouer un meilleur match que son 499e. Une déclaration, sincèrement je l'ai trouvé très drôle, là, mais une déclaration qui en dit long sur l'éventuel problème que pourrait représenter Johnny Gaudreau au sein des Flames. Il connaît pas vraiment une très bonne séquence. Cette saison, Johnny Gaudreau a 26 points en 36 matchs, mais il a connu une séquence de 11 matchs sans mention d'assistance. Puis Johnny Gaudreau, c'est un joueur excessivement créatif dans la Ligue nationale, donc je sais pas si c'est le système de Sutter qui ne marche pas, mais est-ce que Johnny Gaudreau va bouger à la date limite des transactions? Sincèrement, ce serait énorme comme coup parce que les Flames se battent pour une place en série, mais un peu comme les Canucks, on dirait que ça va vraiment au gré des rencontres, au gré des semaines. Présentement, les Flames ont 35 points en 36 matchs dans le classement, tout juste derrière le Canadien, mais le Canadien a 5 matchs en main, là, donc les Flames tirent beaucoup plus vers le bas que vers le haut dans le classement. Ce serait énorme d'échanger Johnny Gaudreau à la date limite des transactions, mais j'ai un feeling que ce serait plus un move d'été, une décision prise au repêchage, exemple, mais c'est quand même à ne pas négliger pour la date limite à venir. On a ensuite le bon vieux vétéran Patrick Marleau qui a mentionné en entrevue avec Kevin Kurz de l'éditorial The Athletic qu'il serait prêt à lever sa clause de non-mouvement pour rejoindre une formation contender. Donc, à l'image de l'année passée, qui a été échangée avec les Penguins de Pittsburgh, Patrick Marleau est prêt à se donner une dernière chance. Puis je dis une dernière parce que c'est vraiment un feeling que la carrière de Marleau passée cette saison, ça va être terminé, là. Cette année, Marleau, il connaît pas vraiment une bonne saison. Je pense que c'est même l'année de trop, là. Mais ça, c'est un feeling qui est propre à moi. Est-ce qu'une formation contender va aller chercher un vétéran comme Patrick Marleau? Possiblement, il y a toujours des preneurs pour ce type de joueur, mais quand je regarde l'an passé avec les Pens, l'impact que ça a eu, ben l'impact est plutôt minime. C'est sûr que c'est pas un joueur qui coûte très très cher, mais tu sais, Marleau, c'est un vétéran qui a pas vraiment gagné rien. Fait que c'est-tu un vétéran pertinent à ajouter à ton alignement? Ben, peut-être. Comme je mentionne, il y a toujours des équipes qui recherchent ce type de joueur. Les Flyers de Philadelphie.
les pauvres Flyers qui sincèrement, là, je crois qu'ils ont vraiment de la difficulté à se relever du départ à la retraite de Matt Niskanen. Ça a l'air niaiseux, Niskanen, un défenseur qui a sa valeur, qui est pas mauvais, là, qui était sur la fin de carrière, là, évidemment, puis il est parti à la retraite, donc c'est pas pour rien. Mais Matt Niskanen était un très bon vétéran, un gars qui était capable de contrôler le power play, un défenseur qui apportait de la stabilité au sein d'une brigade défensive. Puis ce que je viens de vous exposer, c'est ce qui manque cruellement aux Flyers actuellement. La formation Carter Hart est dégueulasse cette année, là, on va se le dire. On va appeler un chat, là. Carter Hart est vraiment mauvais là, cette année. Puis la défensive aussi est mauvaise. Donc là, on est comme dans un dilemme chez les Flyers. Est-ce qu'on est acheteur ou vendeur? Dans le 31 Thoughts cette semaine, Elliot Friedman mentionnait qu'il y avait des rumeurs visant Mathias Ekholm, mais on parlait également de la possibilité de payer plus cher, mais pour aller chercher Ryan Ellis à la place de Mathias Ekholm, parce que puis c'était logique quand même comme façon de penser, c'est que Ryan Ellis, tu l'as pendant 6 ans. Tu l'as pendant plus longtemps parce qu'il est sous contrat pour plus longtemps, alors que Mathias Ekholm, après la prochaine saison, va être joueur autonome sans compensation, donc ça se peut que tu le perdes. Puis là, les Flyers, bien que Ivan Provorov est un défenseur que j'aime bien, leur brigade défensive est pas très très sexy, là. T'sais, ils ont un beau pipeline, les Flyers, mais côté défensive, c'est difficile. Puis un Ryan Ellis pourrait venir stabiliser ça sur plusieurs saisons comparativement à Ekholm qui semble être plus une solution à court terme. Donc je suis pas en désaccord avec la pensée d'Elliot Friedman, mais je suis toujours incapable de penser, de savoir quelle étiquette va porter les Flyers à la date limite des transactions. Comment ils jouent présentement, ils pourraient se permettre d'être vendeurs jusqu'à une certaine limite ou garder un statu quo. Mais Chuck Fletcher, dans un entretien avec Charlie O'Connor, a rapporté que lui, il veut pas être vendeur présentement. Chuck Fletcher, le DG des Flyers de Philadelphie, a dit exactement qu'il n'était pas vendeur. Il a reçu peu d'appels, mais il en fait plusieurs. Puis Pierre Maguire, dans un segment radiophonique avec TSN, a mentionné que les Flyers vont être très agressifs à la date limite des transactions. Donc, on lâche pas le morceau là, du côté des Flyers, même si présentement, la formation joue vraiment mal. Mais quand je regarde le classement, c'est pas perdu encore pour les Flyers. Ils sont pas sur une bonne séquence, mais c'est pas perdu. Puis leur alignement, offensivement, est solide. Sauf que là, va falloir ajouter assurément une pièce importante en défensive. On poursuit avec Carl Palmieri, un nom qui va être à surveiller assurément dans les jours, les semaines à venir précédemment la date limite des transactions. Carl Palmieri qui était visé par plusieurs rumeurs de transactions l'an passé à la date limite, puis finalement on a décidé, possiblement qu'on n'avait pas obtenu le bon prix, là, mais on a décidé de le conserver, puis cette année, à l'été, Palmieri devient joueur autonome sans compensation. Puis, selon Elliot Friedman, les négociations entre les Devils et le clan Palmieri sont difficiles. Donc, présentement, on peut s'attendre à ce que l'ailier quitte. Plusieurs formations semblaient être intéressées, dont les Islanders de New York et les Maple Leafs de Toronto. Donc, les Islanders qui, comme je le mentionnais dans le dernier épisode, se cherchent clairement un ailier en mesure de produire de l'offensive parce que Andersley n'est plus là. Présentement, les Maple Leafs surfent un peu sur la vague Galchenyuk. Alex Galchenyuk répond très bien à l'appel depuis qu'il a été rappelé par les Maple Leafs. Mais c'est sûr que si on a une meilleure option sur le marché des transactions, on va sauter dessus. Et je pense qu'on va être assez unanime
à dire que Kyle Palmieri est une meilleure option que Galchenyuk, même si Galchenyuk va bien présentement. Dans un texte de The Athletic, j'ai trouvé ça très intéressant, puis je tenais à vous en faire part dans le podcast cette semaine. Dans un texte de The Athletic, on a installé ces deux executives de la Ligue nationale. Donc, que ce soit des DG, assistants DG, des head scouts, whatever, ça a été conservé de façon confidentielle, là, ces informations-là. Mais The Athletic a demandé à deux NHL executives de se positionner devant des offres de transactions construites par des amateurs de hockey, des lecteurs The Athletic et des offres qu'ils ont reçues via Twitter. Puis j'ai trouvé ça très intéressant au niveau du volet de Jack Eichel. Jack Eichel, il est visé par des rumeurs de transactions, mais c'est un peu par défaut, là, parce que les Sabres, présentement, ça va tellement mal qu'on dirait qu'on veut échanger tout le monde. Mais à mon sens, Dahlen et Eichel, tu ne touches pas à ça. Mais dans le texte de The Athletic, on a rapporté deux possibilités d'échange impliquant Jack Eichel. Et juste pour vous illustrer le prix que ça pourrait coûter pour Jack Eichel, il y a une offre que c'était de la part de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui envoyait Bowen Byram, Alex Newhook, un choix de deuxième tour de 2021 et un choix de premier tour non protégé pour 2022. Puis, il y a un des dirigeants questionnés qui a répondu que Buffalo dirait non. Parce que Jack Eichel est un joueur de qualité élite et puis qu'on le perdrait sans garantie de récupérer un joueur de la même valeur. Donc, le dirigeant, selon lui, Bowen Byram n'est pas encore un joueur qualifié élite et Newhook encore moins là, parce qu'il n'a pas joué encore dans la Ligue nationale. Puis en NCAA, il a connu des bons moments, mais présentement, on est un peu dans le brouillard. Là, on ne le sait pas vraiment. C'est clair qu'Alex Newhook ne vaut pas Jack Eichel. Je pense qu'on est assez unanime également là-dessus. Donc, puis en plus, c'est ça, le dirigeant disait que les choix de l'Avalanche seraient bas. Donc, c'est pour ça que, selon lui, Buffalo dirait non. Pour une offre, là, c'est pas une petite offre. Là. Bowen Byram, Alex Newhook, un choix de 2 et un choix de premier. Buffalo dit non. Et là, on passe à une autre offre proposée par un lecteur qui implique les Kings de Los Angeles qui enverraient Quinton Byfield, Alex Turcotte, Adrian Kempe, le choix de premier tour de 2022 et de 2023, puis un choix de deuxième tour. Puis le dirigeant mentionnait que ce retour de transaction pourrait parfaitement plaire aux Sabres, mais que ce serait énormément payé par les Kings. Donc, ce genre de transaction-là serait accepté possiblement par les Sabres, ce qui est énorme. Alors qu'on avait un Byram, Newhook, choix de 1, choix de 2, que c'était un non pour Buffalo. Donc, ça donne vraiment une bonne idée là, de Jack Eichel, à quel point sa valeur peut être énorme. Puis, tu sais, on s'amuse à juger de la valeur d'un joueur dans des podcasts, dans des textes. Mais là, c'est du monde bien placé là, dans la Ligue nationale qui en sont venus à la conclusion que pour Eichel, ça prend un gars comme Byfield, Turcotte, Kempe, 2 choix de premier tour puis un choix de deuxième tour pour que les Sabres se plaisent et qu'il y ait une possibilité que les Sabres acceptent cette transaction. Je trouvais ça intéressant, puis je voulais vous en faire part dans le présent podcast. On enchaîne avec les Oilers d'Edmonton qui se chercheraient apparemment un joueur de centre droitier. Luke Glendening, Brandon Sutter et Derek Ryan sont des joueurs qui ont été soulevés dans les rumeurs de transactions. Je mettrais un petit 2 sur Luke Glendening, joueur par excellence pour les mises en jeu cette saison dans la Ligue nationale. Puis on connaît les relations entre
Ken Holland et son ancienne formation, l'an passé, à la date limite des transactions, les Oilers et les Red Wings ont dansé ensemble pour mettre la main du côté des Oilers sur Andreas Athanasiou. Donc, je ne serais pas surpris qu'on refasse le coup cette saison, mais avec un joueur du nom de Luke Glendening. Et pour conclure l'épisode du Poolcast cette semaine, il y a une rumeur qui est sortie au Saturday Headline de la part d'Elliot Friedman à l'effet que les Blues de Saint-Louis seraient dans le derby de Taylor Hall. J'ai été très surpris quand j'ai vu cette rumeur-là parce que je me disais, mais comment est-ce possible? En regardant la masse salariale des Blues, je me disais, je suis pas très bon en calcul, mais il n'y a pas bien d'espace. Puis je suis allé aux sources, j'ai posé la question à Puckpedia, qui m'ont répondu via Twitter. Puckpedia, qui est un bon partenaire avec nous. À l'occasion, là, quand on a des questions, c'est une bonne ressource là, pour tout sur le hockey. Puckpedia qui mentionne que les Blues présentement, en raison de l'espace sur la liste des joueurs blessés à long terme, l'espace qui a été libéré avec la liste des joueurs blessés à long terme, notamment par le passage de Vladimir Tarasenko sur cette liste, ben, les Blues présentement disposent de 8,3 millions en espace projeté pour la date limite, mais aussi jusqu'à la fin de la saison. Donc, on a de l'espace pour acquérir Taylor Hall finalement. Mais là, moi, ce qui me fait beaucoup rire dans cette rumeur-là, c'est que il y a plusieurs reporters du côté de Saint-Louis qui disent que ça n'a aucun bon sens, que ça se peut pas. Puis on a eu Adrian Dater qui a mis son grain de sel, reporter du côté de l'Avalanche du Colorado. Dater a mentionné que les Blues étaient dans le derby, tout comme Friedman le mentionnait, mais je crois qu'il rapportait un peu les propos de Friedman. Mais il a rajouté que l'Avalanche n'était pas du derby Taylor Hall. Et ça m'a beaucoup surpris parce que l'Avalanche, même sans liste, même sans espace libéré par la liste des joueurs blessés à long terme, dispose de l'argent nécessaire pour accueillir Taylor Hall. Donc là, on veut ajouter un élément d'impact au sein de l'Avalanche et Taylor Hall n'en ferait pas partie. C'est assez surprenant, sincèrement. Moi, je pense que Taylor Hall peut avoir un impact une fois qu'on l'entoure bien. C'est présentement, à l'image de ce que je mentionnais avec Eric Stahl, la tenue de Taylor Hall avec les sabres, ben, c'est un petit peu biaisé par le fait que les sabres sont exécrables présentement. Donc, qu'est-ce que Taylor Hall pourrait coûter présentement? Ben, tu sais, Pierre Lebrun croit que le prix de départ est un choix de premier tour. Elliot Friedman pense que, à l'heure actuelle, on pourrait l'obtenir sans avoir à donner un choix de premier tour. Ça se bouscule beaucoup au niveau de la valeur de Taylor Hall, puis ça s'explique par le simple fait que l'attaquant ne fournit pas d'offensive actuellement. Donc, oui, sa valeur est basse, oui, son salaire est trop haut, mais si on regarde vraiment une optique plus grande, Taylor Hall peut avoir encore, je crois, un impact sur une formation qui aspire à performer en séries éliminatoires. Mais outre visiblement les Blues qui seraient dans le derby, les dernières équipes qui ont été rapportées comme étant des destinations possibles pour Taylor Hall, on parle des Maple Leafs de Toronto, on parle des Islanders de New York, qui à mon avis risquent d'être la formation qui va mettre la main sur l'attaquant. Présentement, selon les chiffres de Puckpedia, on dispose de 5,4 millions en espace salarial. Donc évidemment, les sabres devraient retenir du salaire ou devraient acquérir un joueur pour libérer un peu de masse salariale chez les Islanders. Mais Taylor Hall, je le vois
vraiment plus atterrir chez les Islanders qu'à Toronto. Pourquoi? Parce que Taylor Hall, à mon avis, ne serait pas nécessairement accessible au niveau financier pour Toronto. Encore là, je le répète souvent, mais Kyle Dubas, c'est le maître de la calculette. Est-ce que Alex Kerfoot pourrait être envoyé en échange afin de libérer un peu d'espace? L'attaquant des Maple Leafs a été ajouté au TSN Trade Bait cette semaine, donc un nouveau joueur qui circule sur le marché des transactions. Kerfoot qui fait du bon boulot chez les Leafs, mais malheureusement pourrait écoper des décisions de Kyle Dubas à l'effet qu'on veut rajouter du punch offensif. Faut toujours se rappeler que les Maple Leafs prévoient utiliser des top espoirs également. Donc, est-ce qu'on a les outils pour acquérir Taylor Hall? Absolument. Est-ce qu'on a l'espace salarial pour le faire? Présentement, la réponse est non. Présentement, les Maple Leafs sont sous le cap salarial. Actuellement, là, à la fin de l'année, on est dans le moins. Au moment où j'enregistre, on est au-dessus du cap projeté de 673 000 $. Donc, acquérir Taylor Hall, je vois pas comment. Les Blues ont l'espace. C'est encore plus probable qu'il arrive chez les Blues que chez les Maple Leafs. Donc, chez les Leafs, on risque plutôt de pencher pour des options un peu moins coûteuses. On parle de Granlund, qui a souvent été associé aux Maple Leafs. Puis, j'en parlais tantôt, mais Kyle Palmieri également pourrait être une meilleure option que Taylor Hall. Une option plus réaliste, en fait. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine du Poolcast du TSLH Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous nous écoutez. Et puis, je tiens à vous rappeler que jeudi ou vendredi, restez à l'affût. Mais d'ici la fin de la semaine, on va vous offrir un épisode complet avec Pascal et Larchie dans le cadre du TSLH Podcast. Plusieurs sujets vont être abordés, dont notamment la question suivante: qui est le meilleur espoir dans l'ère Bergevin? Donc, je m'attends à ce qu'on parle un petit peu, beaucoup, de Cole Caulfield, mais ça va être une question à débattre entre les chroniqueurs. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se revoit pour un prochain épisode du Poolcast lundi prochain.